Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu m'entends, toi, Robin? Oui, ça y est, je t'entends très bien. Bonjour à tous. Bonjour, Estelle Zélis. Est-ce que tu nous entends, Estelle? Ok, super. Il est 14 heures. On me laisse un petit délai de 5 minutes pour que tout le monde arrive et que tout le monde puisse avoir le droit de dépasser de 5 minutes sur sa pause déjeuner et sans manquer tout ce que Robin va avoir à nous raconter. Je peux en profiter pour bonjour à tous. Voilà, il y a déjà 24 personnes qui sont là. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Livestorm, l'interface sur laquelle vous êtes, à votre droite, bon, il y a le chat, mais il y a aussi d'autres éléments, des questions. Ça vous permet de pouvoir poser des questions et ou retrouver une question posée qui vous intéresse et donc la faire remonter dans la liste, ce qui nous permet de ne pas la louper, même si on va essayer d'être vigilant. Vous avez un autre onglet qui s'appelle Sondage, dans lequel on a déjà posé 2 questions. Est-ce que vous avez déjà réalisé votre bilan, oui ou non? Et quelle est la structure juridique de votre entreprise? Essentiellement, ce ne sont pas des statistiques pour des statistiques, c'est que le sujet est très vaste. Robin, qui représente le cabinet d'expertise comptable Keobiz, va pouvoir aussi orienter les contenus en fonction de la typologie de l'audience, parce qu'on sait que les besoins ils sont différents. Alors, on essaiera de rester générique quand il le faut, sans rentrer dans le cas par cas, parce que ce sont des sujets où finalement chaque entreprise est unique et les problématiques sont uniques. Mais voilà, si on voit qu'il y a des tendances, voilà, typiquement sur la réalisation du bilan, tout le monde n'est pas encore en règle, ça nous permet d'insister sur les grandes étapes, les points importants, ce qu'il faut avoir en tête, et aussi les solutions que vous pourrez avoir à votre disposition pour pouvoir le faire. 14h02, on laisse encore 3 minutes, ça te va, Romain? Ouais, moi, ça me paraît très bien. Attendons effectivement ceux qui ont pu déborder un tout petit peu sur la pause déjeuner. Comme tu l'as très bien dit, on va essayer de répondre à vos interrogations dans leur globalité. Vous aurez bien entendu la possibilité d'aller un peu plus loin pour des cas très précis particuliers. Après ce live, effectivement, nous poser des questions un peu plus poussées, voilà, pour qu'on puisse rentrer dans le détail si jamais vous avez besoin. Les consultations sont gratuites, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, à partir de vos questions, aujourd'hui, moi, je vais essayer, effectivement, on a prévu un certain nombre de sujets qui sont d'actualité liés au bilan et toutes les questions qui en découlent, les stratégies d'entreprise. Donc, il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous pour qui c'est le premier bilan, d'autres qui ont l'activité qui est lancée depuis plus longtemps. Donc, voilà, moi, je vais essayer de faire une information assez générale et vous allez voir qu'il y a pas mal de sujets qu'on va pouvoir creuser à la fois sur le bilan lui-même et sur ce qui en découle, les optimisations fiscales. Voilà, tout, on va présenter dans quelques minutes le plan un peu plus détaillé. Et donc, voilà, moi j'ai une présentation. N'hésitez surtout pas, j'ai l'habitude de ça, à poser des questions pendant que moi je parle, comme ça me permet de voir un petit peu quels sont les sujets et d'approfondir sur telle ou telle partie. Voilà, s'il y a pas de questions inutiles, donc si vous vous posez ces questions, c'est peut-être que d'autres se les posent. Donc, pour les moins timides d'entre vous, n'hésitez surtout pas. Et puis moi, le but du jeu, c'est voilà, vous puissiez vraiment répondre à ces sujets-là et qu'on rentre le plus possible dans le détail dans le temps qui nous est imparti. Donc, ce qu'on voit, ce que je disais, ça n'a pas beaucoup évolué. En tout cas, la tendance se confirme. Donc, il y a une majeure partie des gens qui n'ont pas encore réalisé leur bilan. Alors, peut-être qu'ils l'ont terminé, mais qu'ils n'ont pas encore établi les comptes ou fait les déclarations, le dépôt auprès du greffe. De toute façon, on va couvrir vraiment tous ces sujets-là. Pour la personne qui a déjà réalisé son bilan, on va parler aussi de l'après-bilan, des optimisations, des conséquences que ça peut avoir. Et puis, je vais d'ailleurs commencer l'introduction parce qu'il est 4 et puis on peut commencer les présentations. Et du coup, bienvenue à tout le monde pour cette présentation autour du bilan comptable et des optimisations. On vous accueille avec Robin de Keobiz, que j'ai déjà mentionné. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Clément, je travaille chez Shine.
Vous êtes peut-être client, vous nous connaissez peut-être autrement. En tout cas, je travaille dans l'équipe marketing. Vous avez peut-être l'habitude de voir Estelle pendant les webinars. Elle m'a demandé un coup de main aujourd'hui et comme je travaille entre autres sur la partie partenariat avec Keobiz, c'était naturel que je me joigne pour animer cette session. Robin, je te laisse te présenter rapidement. Oui, avec plaisir. Alors, donc moi, Robin Douin, je suis le directeur des partenariats donc du marketing de Keobiz. Donc, on est un cabinet d'expertise comptable en ligne, mais on existe aussi physiquement. Donc, on a les deux casquettes. Et moi, effectivement, depuis un peu plus d'un an, je travaille main dans la main avec Clément pour qu'on puisse créer des ponts et créer une offre commune entre Shine et Keobiz. Donc, ça passe par un certain nombre d'animations comme le live d'aujourd'hui, la production de contenu, et puis faire en sorte que nos deux équipes, les équipes de Shine et les équipes de Keobiz, puissent travailler main dans la main, justement pour vous proposer un parcours fluide depuis éventuellement la création de votre entreprise jusqu'à par la suite la gestion comptable de votre société. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus en détail à la fin, mais voilà, effectivement, on a un ADN assez commun avec Shine, c'est l'idée de simplifier la vie des entrepreneurs et de le faire le plus possible en ligne et de manière dématérialisée. Donc moi, depuis une petite dizaine d'années, voilà, j'accompagne le cabinet dont je suis associé pour essayer d'innover et proposer du contenu de qualité. Yes. Voilà, s'il y a des clientes de Shine déjà, vous avez sûrement entendu parler de Keobiz parce qu'on est partenaire. C'est d'ailleurs un de nos plus gros partenaires. Je crois qu'on a quasiment 500 clients en commun. Donc pour nous, c'était évident aujourd'hui d'organiser cet événement avec eux et vous apporter les réponses sur un format du coup de 45 minutes en gros, plus 15 minutes de questions-réponses, sachant qu'on va pas du tout faire ça en mode présentation tunnel 45 minutes et vous gardez vos questions pour la fin. On va faire en sorte que ça soit le plus interactif possible. Voilà, donc n'hésitez pas. Le chat, il y a l'onglet questions. Vous pouvez faire remonter. On surveille ça et on essaye de les placer au bon moment. Pour introduire donc du coup le contenu d'aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles ont clôturé leur compte au 31/12 et donc ont dû finaliser au 31 mai parce qu'il y a eu un délai de 1 mois en plus dans la période de Covid, leur bilan et l'établissement des comptes. C'est un sujet important, sérieux, qui peut avoir des conséquences importantes sur votre société. Je vois que ce que je disais tout à l'heure sur le sondage, qu'il y a pas mal de gens encore ici qui n'ont pas finalisé leur bilan. Donc, on va essayer d'en parler, de parler des étapes à respecter, ensuite de l'impact de ce bilan sur la stratégie de votre entreprise à court et à un peu plus long terme. Parce que le bilan, il reflète plein de choses. Il n'est pas que pour les administrations, c'est aussi un très bon outil pour vous pour pouvoir fixer un cap sur votre société. Que ce soit un cap d'ailleurs, et Robin va vraiment rentrer là-dedans, à votre niveau individuel sur votre rémunération en tant que chef d'entreprise, comme sur la stratégie de la société et sur typiquement l'optimisation fiscale, les investissements et voilà, et plein d'autres choses. Donc voilà, sans transition, je laisse Robin reprendre la main. La présentation, on va essayer de l'afficher. Dites-nous si elle est bien visible. Et si c'est le cas, on peut commencer. Allez, c'est parti. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées, donc c'est un sujet effectivement très important, le bilan. Alors, je vous présente rapidement le contenu du jour. Donc, on va avoir 5 parties. D'abord, on va parler du bilan fiscal, qui est vraiment l'étape importante et obligatoire pour une entreprise. On va détailler pour savoir qui en a besoin et comment le réaliser. L'étape juste après le bilan, ça va être le dépôt des comptes. Donc, on va prendre un petit moment aussi pour expliquer cette étape-là et voir comment est-ce qu'on peut le faire soi-même ou le faire. Par la suite, au moment du bilan, c'est aussi là où on se pose tout un tas de questions stratégiques sur la rémunération du dirigeant et puis l'orientation de l'entreprise sur les années à venir. Donc, c'est quelque chose pour lequel vous aviez éventuellement fait un prévisionnel qui va être réajusté après une année supplémentaire d'exercice. Et puis enfin, avant les questions, on parlera d'optimisation. Le but du jeu, c'est que moi, je puisse aussi vous transmettre notre savoir, notre connaissance et notre expertise sur comment est-ce que je peux optimiser ma fiscalité, donc c'est-à-dire avec des techniques légales, comment est-ce que je peux payer moins de charges ou moins d'impôts. Et puis, c'est quand même un peu le but du jeu d'avoir une société, au-delà de la beauté du geste de l'entrepreneur, c'est quand même de pouvoir dégager des revenus et des bénéfices. Et donc, une fois qu'on les a mis à disposition de l'entreprise pour de l'investissement ou qu'on se les a distribués en salaire, on a peut-être aussi des logiques de placement. Et donc, on parlera rapidement des solutions
qu'on peut avoir pour placer les bénéfices et les investir. Alors, on va passer tout de suite donc, à la première partie sur la réalisation donc, du bilan fiscal. Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vois qu'il y a déjà des questions, notamment de Jérémy, qui demande est-ce que c'est obligatoire un bilan? Quelles sont mes obligations en tant que chef d'entreprise par rapport à ce fameux bilan? Alors, déjà, qui est concerné par le bilan? Toutes les entreprises ne vont pas forcément l'être. Ça va être uniquement les sociétés, donc les SAS, les SASU, les SASRL, pardon, les EURL, et puis les entreprises individuelles qui vont avoir un bilan simplifié, mais qui auront aussi l'obligation de produire des comptes. Si vous êtes en micro-entreprise, aujourd'hui, vous n'avez pas l'obligation de produire un bilan. Alors, un bilan, qu'est-ce que c'est? C'est une photographie à un moment donné. Quand on dit à un moment donné, c'est souvent la date de clôture de l'exercice fiscal, donc qui, pour la plupart, sera au 31 décembre, mais il peut y avoir aussi des exercices fiscaux qui vont être décalés au 31 mars, au 30 juin, etc. Donc, tout le monde n'a pas déjà forcément la même date de clôture. Là, aujourd'hui, on intervient pour, on va dire, la majorité des personnes qui ont une date de clôture au 31 décembre. Et donc, comme l'a très bien dit Clément en introduction, vous avez 3 mois pour produire votre bilan fiscal. Là, il y a exceptionnellement cette année un 4e mois qui a été proposé par le gouvernement avec le Covid. Donc, ça veut dire que pour ceux qui avaient une clôture au 31 décembre, ils devaient pouvoir avoir produit leur bilan et déposer leur compte avant le 31 mai. Donc, à quoi ça sert le bilan? C'est déjà un document qui est obligatoire quand vous êtes en société, que va vous demander l'État. Donc, c'est obligatoire de déposer ses comptes. Et pour ça, il y a une forme à respecter. Donc, ça va être le bilan, à savoir une liasse fiscale, un compte de résultat et le bilan fiscal. Alors, avant de passer aux étapes pour la réalisation, on va d'abord, moi je vais me permettre d'insister sur la nécessité de produire un bilan, puisqu'on a des entrepreneurs qui parfois viennent nous voir avec un bilan de retard, 2 bilans de retard, voire beaucoup plus, et ils se rendent pas forcément compte que ils se mettent en danger vis-à-vis de leurs responsabilités et financièrement, puisqu'en effet, vous avez des pénalités qui sont prévues si vous déposez pas votre bilan, qui sont de 1 500 € auprès des impôts, 1 500 € auprès du greffe, et puis également, si vous n'avez pas produit vos déclarations de TVA tout au long de l'année, ça peut vous coûter jusqu'à 150 € par déclaration. Donc, pour répondre globalement à la question de Jérémy, oui, c'est tout à fait obligatoire de déposer un bilan et il y a des pénalités qui sont prévues si on ne le fait pas. Alors, Robin, j'avais juste une question parce que je sais que c'est quelque chose qui revient aussi souvent. On parle des sociétés SAS, SASU, SARL, EURL, EI. Est-ce que pour les SCI, par exemple, un bilan est obligatoire? Alors, c'est une très bonne question et ça va dépendre des options fiscales qui ont été retenues pour la SCI. Si on a une SCI qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'IS, il faudra effectivement produire un bilan. Par contre, si on a une SCI qui est soumise à l'IR, c'est pas la peine. On pourra déclarer les revenus de la SCI directement dans sa déclaration d'impôt sur le revenu et donc on n'a pas besoin de produire des comptes à déposer. Ça va dépendre effectivement de l'option fiscale de la SCI et je reviendrai à la fin de ma présentation sur la SCI qui est notamment un outil d'investissement dans l'immobilier. Ça répond à ta question, Clément? Ouais, je pense. Ouais. Merci. Super. Pas de problème. Alors, donc voilà, on a vu pourquoi est-ce que c'était important de faire un bilan, qu'il fallait bien le produire. Maintenant, c'est pas obligatoire, par contre, de passer par un cabinet d'experts comptables pour produire un bilan. En tant que dirigeant d'entreprise, vous avez la possibilité soit de le faire vous-même, soit de le faire faire. Alors, si vous le faites faire, par contre, il faudra absolument soit que vous ayez un collaborateur comptable qui soit salarié, d'accord, soit que vous ayez un expert comptable. Donc, ça veut dire que ça laisse une autre option qui est aujourd'hui pas légale, c'est-à-dire si vous faites appel à un comptable ou quelqu'un qui n'a pas la certification d'expert comptable, en fait, vous vous mettez en risque vous-même puisque sa responsabilité ne sera pas engagée et donc vous pouvez vous retrouver avec un bilan qui est faux et vous mettre vous-même en risque. Donc ça, je vous invite à faire attention à ça. Parfois, pour faire des économies, on se dit que ça peut être une bonne idée d'aller trouver un comptable sur le Bon Coin ou des choses comme ça. Attention, parce que s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, vous êtes en risque et je vous invite à vérifier sur le site de l'ordre des experts comptables si la personne est inscrite ou non au tableau. Ça pourra éviter des drames parce que forcément, il peut y en avoir. C'est-à-dire que nous, on a retrouvé des situations, je peux pas vous faire peur, mais je vous préviens quand même, on a trouvé des situations où il y avait des gens qui avaient fait confiance à des gens qui se présentaient comme des comptables et qui n'étaient pas vraiment certifiés. Et puis derrière, ça peut donner lieu à des absences de déclaration, des choses comme ça, ce qui fait que vous, en tant que dirigeant, vous pourriez être tenu de finalement payer des pénalités auprès des URSSAF ou de l'impôt parce que les déclarations n'ont pas été bien faites. Donc ça, faites très attention si vous déléguez votre comptabilité de le faire auprès d'un professionnel qui est agréé.
L'autre solution, c'est aussi, comme je disais, de pouvoir le faire éventuellement soi-même et donc de saisir sa comptabilité soi-même sur des logiciels et donc d'éditer son propre bilan. Ça, c'est tout à fait autorisé. Alors, 3 étapes pour faire un bilan. Il y a déjà l'enregistrement des écritures d'inventaire. Donc ça, c'est ce que un cabinet comme le nôtre va être amené à faire tout au long de l'année. C'est pas obligatoire de le faire tout au long de l'année. Nous, on le fait tout au long de l'année pour pouvoir conseiller aussi le client sur ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. Mais finalement, tout ce travail d'écriture et de saisie, il peut être fait avant le bilan à la fin de l'année. Donc ça va consister tout simplement à enregistrer dans votre comptabilité les différentes factures de vente, d'achat et les notes de frais que vous avez émises et reçues tout au long de l'année. La deuxième étape, une fois qu'on a enregistré toutes ces factures dans les différents comptes, donc une facture d'achat par exemple dans les comptes de fournisseurs, une facture de vente dans les comptes clients, on a fait les comptes de banque, etc. Avec les encaissements, on a fait aussi les comptes de TVA pour savoir quel était le montant de la TVA encaissée par rapport à la TVA déductible. Donc une fois qu'on a fait ça, on va réviser les comptes pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur qui a été faite et que tout a été bien pointé, qu'on n'a pas oublié finalement de documents comptables. Donc, une fois qu'on a fini cette deuxième étape, c'est-à-dire qu'on a bien tout saisi et bien vérifié que compte par compte, il n'y avait pas d'erreur, on va pouvoir passer à la troisième étape, qui est l'édition des comptes annuels, donc à savoir une liasse fiscale que vous devrez déposer au greffe du tribunal de commerce, le compte des résultats et le bilan. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les documents obligatoires que vous devez déposer. On va voir dans un instant que vous avez la possibilité de les anonymiser. On discutera de la stratégie par rapport à ça. Et alors, je réponds à la question de Tololo sur sans expert comptable, comment est-ce qu'on transmet au SIE? Alors, on va le voir juste après. Pour transmettre, une fois qu'on a édité le bilan, on va déposer ces comptes auprès du greffe. Je prends au passage la question d'Élodie qui dit « Je comprends que le bilan comptable n'est pas obligatoire pour les auto-entreprises. » Non, c'est pas obligatoire pour les auto-entrepreneurs. Seulement, une fois que vous avez atteint un certain plafond de 70 000 € et quelques en auto-entreprise, vous allez pouvoir basculer automatiquement vers l'entreprise individuelle. Quand vous êtes en entreprise individuelle, là, effectivement, vous avez c'est une déclaration à faire, c'est un bilan qui va être simplifié par rapport à une société de type SAS, SASU ou les autres, mais effectivement, il y a un bilan, il y a bien des comptes à déposer. Alors, juste avant de passer au dépôt des comptes, justement, je voudrais vous parler de la stratégie d'entreprise, parce que finalement, le bilan, je l'ai dit, c'est une photographie de la situation de l'entreprise à un moment donné, et cette photographie, parfois, on a envie de lui donner plutôt telle ou telle orientation en fonction de sa stratégie. Je vais donner quelques exemples. Si c'est une entreprise que j'utilise uniquement pour faire de la facturation et pour me rémunérer, j'ai pas vocation à aller chercher par la suite des investisseurs ou m'associer, je vais pas avoir la même stratégie que si j'ai envie de montrer à la banque dans 3 ans que j'ai une croissance comme ceci, ou que je fais attention à mes postes de dépenses, ou que j'ai envie, par exemple, de montrer une hypercroissance si je vais avoir des investisseurs. Donc ça, c'est important de se poser la question le plus tôt possible pour savoir quelle évolution je vais vouloir donner à cette photographie de ma société en fonction de, voilà, est-ce que ça va être juste une société pour moi? Est-ce que je vais la partager avec d'autres? Est-ce que je vais attirer des investisseurs par la suite? Ou éventuellement, est-ce que j'ai une stratégie de sortie pour les plus grosses sociétés avec la revente de mes parts sociales? Dans la notion de start-up, notamment, il y a ce qu'on appelle le multiplicateur, c'est-à-dire que la valorisation de votre entreprise va dépendre d'un certain nombre de données qui sont dans votre bilan, et donc plus vous augmentez ces données, plus vous valorisez votre entreprise. Donc tout ça, c'est des questions qui s'anticipent également au moment du bilan. Alors, on va passer. Oui, Clément, tu avais une question? Ouais, je rebondissais aussi sur la question d'Élodie qui disait je comprends que c'est pas obligatoire pour son auto-entreprise. Bon, il y a certes la notion de déplacement des plafonds et potentiellement le basculement, la bascule vers une entreprise individuelle. Est-ce que même pour un auto-entrepreneur, dans la stratégie qu'il pourrait avoir, le bilan peut être quand même quelque chose d'intéressant? Lister ses dépenses et ses recettes, faire un delta, calculer sa rémunération. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est une très très bonne question et effectivement, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais moi j'encourage tous les autres entrepreneurs à faire ce travail, comme tu l'as très bien dit, de savoir quel est le volume du chiffre d'affaires, quelles sont les charges pour déjà, même si c'est pas obligatoire de produire des comptes, d'avoir pour vous-même l'idée de votre rentabilité en fait, de savoir voilà combien est-ce que vous arrivez à dégager de marge par mois
et de savoir quels sont vos principaux postes des dépenses. Ça, c'est une donnée qui est très importante pour envisager la suite, savoir s'il faut que vous restiez en auto-entreprise ou éventuellement que vous basculiez sous un autre statut qui serait plus intéressant, puisque une des grandes différences entre la micro-entreprise et la société, c'est qu'en micro-entreprise, on est imposé sur son chiffre d'affaires, donc tout ce qui rentre, alors qu'en société, on est imposé sur la différence entre le chiffre d'affaires et les charges, donc sur le bénéfice uniquement. Donc c'est effectivement cette bascule. Plus on va avoir de charges dans sa micro-entreprise et plus on va avoir du chiffre d'affaires, plus il va être intéressant par la suite de passer en société. Et avant de passer au dépôt des comptes, je voudrais insister sur 4 décisions qui sont prises au moment du bilan, parce que tu me disais, Clément, que dans l'audience, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément réalisé leur bilan. Alors, quelles sont les questions importantes que vous devez vous poser tout seul ou avec votre expert comptable? C'est d'abord la validation de votre chiffre d'affaires. Alors, quand vous êtes en société, il y a un décalage entre la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'engagement. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décider si c'est intéressant pour vous de décaler éventuellement du chiffre d'affaires sur l'année à venir. Ça peut être une stratégie d'entreprise. Vous avez également l'arbitrage entre la rémunération et les dividendes. Donc, si vous êtes sur une société de type SAS ou SASU, où les charges sociales sont quand même assez élevées, bah, ça pourrait être plus intéressant pour vous de prendre moins de rémunération en salaire et plus de rémunération en dividendes. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser également. Également revoir les points de charge en fonction des estimations futures. Donc ça veut dire éventuellement, avec votre expert comptable, vous-même provisionner des charges pour l'année à venir. Et puis enfin, la 4e question qui revient un peu à mon point de stratégie d'entreprise à 3 ans, c'est de dire à qui est-ce que le bilan va-t-il être transmis? C'est-à-dire si par exemple l'année prochaine j'ai un financement à faire, bah, on va un petit peu optimiser le bilan pour que le banquier soit rassuré par rapport au ratio. Vous savez qu'un financier, des investisseurs ou des banquiers, quand vous allez leur présenter un bilan, eux, ils vont faire des ratios. Donc, c'est-à-dire ils vont prendre, par exemple, la dette divisée par l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, ou la dette sur les capitaux propres, et ils vont donner des scores. Et donc, ces scores-là vont vous permettre d'avoir des taux plus ou moins intéressants, notamment dans le cadre d'un financement. Top. Il y a quelques questions qui sont remontées entre-temps, alors qui sont très, très spécifiques. On ne va pas pouvoir forcément tout y répondre. Il y en a une de Kevin qui est assez intéressante parce qu'il parle de la bascule entre micro et EI en cours d'année. Est-ce que le bilan, il est à rendre sur l'ensemble de l'année ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Quand on va devoir produire un bilan, on va le produire sur tout l'exercice comptable. Et donc, l'exercice comptable d'une entreprise individuelle, il va commencer entre la date de constitution de cette entreprise et la date de clôture. Alors, pour les entreprises individuelles, c'est obligatoirement calé sur l'année calendaire, donc jusqu'au 31 décembre. Pour les sociétés, on peut avoir un premier exercice qui va être décalé, voire qui va être allongé, c'est-à-dire un premier exercice qui va durer, par exemple, 18 mois. Si vous montez aujourd'hui une SAS, on est le 18 juin. Vous avez la possibilité pour le premier exercice d'aller jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, ça vous fera un exercice de 18 mois. L'avantage, c'est que justement, vous n'aurez pas de bilan à produire avant 1 an et demi et vous allez pouvoir étaler l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés sur une période plus longue. Donc, pour répondre à la question de Kevin, voilà, il y aura, tu feras donc ta déclaration de micro-entreprise entre le début de l'année et la date de clôture de cette micro-entreprise. Et puis, dès que tu as créé ton entreprise individuelle, tu feras la bascule, date de création jusqu'à date de clôture. Donc, par exemple, si son EI est créé en novembre, eh ben, il aura un bilan qui portera sur 2 mois. Exactement. OK. Sur la question de Jérémy, peut-on déduire une partie de son crédit IMO si on est propriétaire? On en parlera un petit peu plus tard sur les optimisations. Il y avait une question de Mohamed sur l'application de la TVA quand on veut cibler un marché étranger. Est-ce que il y a des choses qu'on peut dire là rapidement ou c'est un petit peu plus compliqué que ça et il faudrait prendre un petit peu plus de temps au téléphone? Pour la question de Mohamed, effectivement, je pense que étant client chez Shine et Keobiz, Mohamed, on prendra plus le temps de s'en parler par la suite parce que tu as des problématiques avec la Chine et les États-Unis, donc c'est un peu spécifique. Mais effectivement, pour la TVA, ce qu'il faut retenir, c'est que au sein même de la communauté européenne, il n'y a pas de TVA à facturer entre États. Et après, sur les questions d'export, ça va vraiment dépendre du type de marchandise qui est exporté, produit ou service, et des produits d'origine des fournisseurs. Donc ça, c'est un petit peu plus spécifique. Ça rentre pas tout à fait dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, mais on pourra creuser la question ensemble avec plaisir, Mohamed, si tu veux. Ok, super. Et ben allez, on peut passer à la suite alors. Parfait. Alors, on va passer à la deuxième partie, donc le dépôt des comptes annuels.
Alors ça, c'est une mission qui est souvent méconnue parce qu'on a l'impression que quand on a fait son bilan ou quand on a confié son bilan à son expert comptable, ça y est, c'est terminé. En fait, non, il y a une étape supplémentaire qui est obligatoire et qui peut vous coûter jusqu'à 1 500 € auprès du greffe si jamais vous le déposez pas. D'accord? Si vous ne déposez pas vos comptes, vous allez être amené, vous allez recevoir des courriers pour vous le rappeler, et éventuellement des pénalités. Donc, il faut bien faire attention de déposer ses comptes. Il y a 3 étapes pour déposer les comptes. La première, c'est de préparer l'approbation des comptes et le rapport de gestion. Donc ça, finalement, ça va être toutes les décisions importantes qui ont été prises dans l'année écoulée par les associés. Donc l'associé unique ou les différents associés en SAS et en SARL. Et donc, dans cette approbation des comptes, on va parler des grandes décisions. Donc, quels ont été les investissements en général, dans les statuts, c'est prévu les investissements de plus de 30 000 €. Et puis, quelle est l'affectation du résultat. Donc ça, on s'arrête sur des montants et ensuite on va fixer et organiser l'assemblée générale. Donc c'est une démarche qui est obligatoire, et donc pour ça il faut convoquer l'assemblée générale 15 jours avant le dépôt des comptes. Et donc c'est un petit document juridique. Donc soit vous pouvez trouver pour le faire des modèles sur internet qui sont gratuits, soit vous pouvez demander à votre expert comptable de le réaliser pour vous. Et la troisième étape, ça va être le fait d'aller déposer les comptes sociaux. Donc ça, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site infogreffe.fr. Soit vous êtes déjà inscrit parce que vous avez effectué des formalités et donc à ce moment-là, vous allez vous connecter. Soit vous créez votre compte très simplement avec votre numéro de SIRET et puis vous allez pouvoir donc déposer les comptes. On va vous demander le bilan, l'alias fiscal et puis la fameuse approbation des comptes, le rapport, comme on appelle le rapport de gestion. Donc vous allez établir les chiffres, notamment du résultat. Vous déclarez tout ça en ligne et vous payez la somme de 46,37 €, donc qui sont les frais d'enregistrement. Information importante, c'est que dans ce dépôt des comptes, vous avez le choix soit de rendre ces comptes publics, soit de rendre ces comptes confidentiels. Alors, ça, c'est un choix qui est important parce qu'en fait, ça va dépendre de votre stratégie d'entreprise. Si vous êtes dans un secteur stratégique très concurrentiel, ce qui peut arriver, vous n'avez pas forcément envie que vos concurrents sachent quel est que le détail de tous vos comptes, c'est des données qui sont très importantes pour vous. Et à ce moment-là, vous allez demander à rendre confidentiels ces comptes, mais il faut quand même les déposer. Deuxième option, vous avez votre société fait des appels d'offres, ou alors vous avez besoin de montrer sur le marché votre importance et que justement votre société est rentable. Et donc là, on va plutôt vous encourager à déclarer ces comptes et à les rendre publics. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dépôt des comptes ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Il y a une question, alors là pour le coup, très administrative de Nabil. Est-ce que quand on est client Keobiz, c'est vous qui faites le dépôt des comptes au greffe et vous chargez de tout le reste des 3 étapes? Alors, c'est une très bonne question. En fait, nous, on laisse le choix au client. On a 3 options qu'on propose au client. C'est soit, pour une question d'économie, le client veut faire tout en autonomie lui-même. Enfin, on lui fait son bilan, mais après, c'est lui qui dépose ses comptes. Et à ce moment-là, il peut aller trouver des modèles gratuits sur Internet et il dépose en autonomie sur infogreffe.fr. Ça, c'est la première option qui lui coûte rien puisque c'est lui qui le fait. Deuxième option, nous, on a la possibilité de faire cette démarche à sa place. Et à ce moment-là, c'est une démarche juridique qu'on facture une fois à l'année au moment du bilan. Ou alors, on a aussi permis à nos clients de mensualiser cette option. Ça coûte 10 € par mois. Et donc, à ce moment-là, ça permet de faire des économies puisqu'en la mensualisant, ça vous coûte 2 fois moins cher. Et à la fin de l'année, on s'occupe effectivement à votre place. Vous n'avez pas à vous en occuper. On le fait pour vous. Donc, c'est 3 options. Ok. Ah, et Tololo qui a posé une question, parce que c'est vrai que c'est important, on parle des experts comptables, on sait qu'il y a aussi des entrepreneurs qui ont envie de faire les choses eux-mêmes, quitte à passer plus de temps. Et donc pour ça, il faut qu'on réponde aussi. Pour le bilan fiscal, quand on n'a pas d'expert comptable, comment on peut les envoyer au service des impôts, vu que c'est dématérialisé? C'est ce qu'a dit Robin, hein, c'est via infogreffe.fr. Voilà, il faut créer son compte sur infogreffe.fr et transmettre les éléments directement. C'est très simple, ça prend quelques minutes. Et puis les modèles, on peut les trouver sur Internet. C'est exactement comme quand vous allez sur le site de l'URSSAF pour faire votre déclaration ou sur le site des impôts. Juste qu'il faut rajouter quelques documents en plus que juste des chiffres quand vous déclarez votre chiffre d'affaires, par exemple, pour une micro-entreprise. Ok. Si plus de questions, bon, on avance. On va passer à la partie suivante. Le temps tourne. Alors, la stratégie de rémunération. Alors ça, c'est très important. Je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler les grandes règles de différence entre SASU, SAS et la famille des SARL, EURL.
certains nombre d'entre vous le savent peut-être déjà, mais on va toujours challenger ça parce que il peut y avoir des surprises. Alors, quand on est sur une SAS, SASU, d'accord, on a à peu près 75 à 85% de charges sociales. Donc, pour toute tranche de 1000 euros de rémunération, mon entreprise, elle va devoir également verser à l'État entre 750 et 850 euros de charges sociales. Donc ça, c'est si on est en SASU, SAS. Si on est TNS, donc travailleur non salarié, et qu'on qu'on a une URL, une SARL ou une entreprise individuelle, là, à ce moment-là, nos charges sont plutôt de l'ordre de 45 à 50%. Donc, cette donnée, elle est très importante. Ça veut dire que si, par exemple, moi, je me verse beaucoup de rémunération, j'ai plutôt intérêt à être dans une structure dans laquelle les charges sociales sont les plus basses. Si, par contre, je me verse pas beaucoup de rémunération ou pas du tout, et je vais plutôt attendre la fin de l'année pour toucher les dividendes, à ce moment-là, j'ai plutôt intérêt à être dans une structure comme la SAS ou la SASU, puisque dans ces structures-là, quand je ne me verse pas de rémunération, je ne paye pas de charges sociales. Donc, juste un instant, je vais brancher mon ordinateur avant qu'il coupe, excusez-moi. Pardon pour l'interruption. Et donc, ça, cette donnée-là, elle est très importante puisque voilà, vous pouvez avoir été dans une structure, par exemple, vous avez pu vous lancer en SAS ou SASU, et au bout de 2 ans, par exemple, si vous touchez plus le chômage, ça peut être intéressant de basculer sur une autre société. Donc ça, questionner sa structure juridique, on en parlera juste après, c'est important parce que c'est votre rémunération qui en dépend. Donc, pour avoir une stratégie de rémunération claire, il faut d'abord savoir combien vous avez gagné. Donc, moi, je vous invite à faire le calcul sur les 12 mois précédents, savoir combien est-ce que vous êtes versé de rémunération, que ce soit du salaire ou de la rémunération, et mettre en parallèle vos dépenses pour savoir est-ce que vous avez plutôt une rémunération confortable et que vous arrivez à dégager de l'épargne, ou est-ce que vous êtes un peu juste et donc auquel cas il faudra peut-être revoir votre stratégie de rémunération dans votre société. Découle de ce calcul l'audit et l'optimisation de votre situation fiscale. On a pour habitude de dire que ce qui est important, c'est pas combien est-ce qu'il y a de chiffre d'affaires qui rentre dans la société ou combien de rémunération vous versez. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui reste une fois que vous avez tout payé à l'État. Donc, c'est votre pouvoir d'achat. Donc ça, c'est important de challenger, de remettre, de questionner, puisqu'on essaie de ne pas avoir trop d'anglicisme, la situation fiscale. Alors, une des optimisations qu'on peut vous proposer, c'est notamment la mise en place du chèque CESU, donc c'est des chèques emploi-service universels, ou des chèques vacances. Alors, l'intérêt de ces chèques-là, c'est qu'ils passent dans les charges de votre société, ils sont nets d'impôts sur le revenu, et ils ne sont pas soumis à charges sociales. Et que ce soit pour le CESU ou pour le chèque vacances, c'est tout à fait possible pour vos salariés, mais également pour le dirigeant, donc vous. Donc ça veut dire qu'en fait, on baisse ses charges, mais on ne baisse pas son pouvoir d'achat, grosso modo. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, les chèques, donc si on s'arrête un moment sur les chèques emploi-service universels, ils sont passés d'une part en charge directe, donc il n'y a pas de charge sociale dessus, et en plus, il y a un crédit d'impôt sur les sociétés si votre société est à l'IS, ou d'impôt sur le revenu si votre société est imposée à l'IR, de 25%. Et ça, avec ces chèques-là, vous pouvez financer ensuite tous les services à la personne, que ça soit du ménage, des gardes d'enfants, services à domicile. C'est très intéressant. Et les chèques vacances, eux, ils sont exonérés jusqu'à 440 euros par an. Et ils sont également disponibles pour les TNS et les assimilés salariés, donc que vous soyez en EURL, en SARL ou en SASU ou en SAS. Pour répondre à la question de Pierre, pour les chèques CESU, non, c'est pas obligatoire d'avoir des salariés. C'est aussi disponible pour les assimilés salariés et les TNS, travailleurs non salariés, donc pour le dirigeant de l'entreprise. Et alors, au moment du bilan, moi, je vous encourage aussi à vous fixer des objectifs. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez à combien vous avez pu vous rémunérer l'année dernière, d'essayer de dégager des tendances pour vous fixer des objectifs de rémunération sur l'année à venir. Ça vous permettra d'avoir des objectifs à atteindre et de voir un petit peu quelle est la santé financière de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions sur la rémunération? Alors, c'est important de bien vous poser la question. Est-ce que vous êtes encore dans la bonne structure juridique? Est-ce que vous pensez que vous maîtrisez, entre guillemets, votre rémunération? C'est-à-dire que vous savez exactement combien de charges sociales vous payez, vous savez que c'est la situation la plus optimale, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, je crois que j'ai ouvert un petit peu trop vite ma société, j'ai pas forcément challenger ce sujet-là. Comment est-ce que je peux
le remettre en question. Alors, je regarde aussi sur le chat, il y a des questions, notamment, Oui, Olivier, le rôle d'un centre de... voilà, le centre de gestion. Alors, on parle souvent de centre de gestion agréé. Donc ça, c'est dans certains cas. Peut-être les gens connaissent le terme AGA, qui Oui, revient souvent. AGA, exactement. AGA ou CGA, c'est les deux termes qu'on rencontre. Donc, c'est CGA, ouais. association de gestion ou centre de gestion agréé. Et donc, ces deux termes-là, en fait, c'est si vous produisez vous-même votre bilan, et parfois vous avez besoin justement d'un AGA ou d'un CGA, c'est pour éviter que l'État augmente votre imposition sur le revenu de 25%. Donc ça, c'est notamment si vous faites vos comptes vous-même ou si vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, il faut absolument souscrire à un CGA ou un AGA. Ça coûte entre 150 et 300 euros selon les prestataires. Et c'est en fait, ils mettent un coup de tampon sur votre. C'est une validation. Voilà, ils mettent un coup de tampon sur votre bilan. Ils le certifient. Ça vous évite d'avoir des pénalités sur les impôts sur le revenu. Voilà. Je vous invite à bien poser des questions dans l'onglet questions si vous pouvez. Comme ça centralise. Mais sinon, c'est pas bien grave. Est-ce que les CSU sont considérés comme des avantages en nature? Non, pas pour le dirigeant, parce que c'est le chèque emploi-service, c'est quelque chose qui est encadré. Alors, on a perdu la présentation. Est-ce que vous m'entendez toujours? Moi, je t'entends en tout cas. D'accord. Je pense que Elodie t'entend aussi. Estelle est en train de taper. Je pense que oui. Donc, d'accord, ok. Je pense que c'est bon. Ok, bon, je continue. Alors, j'avais perdu un instant la présentation, mais elle est là. Le point, je pense que juste pour parce que on peut être tous novices sur ces problématiques, surtout quand on a été salarié avant, où finalement la rémunération, son objectif, bon, outre la qualité des missions qu'on pouvait avoir, c'était de faire augmenter cette rémunération graduellement. Dans le cas d'une entreprise, il faut plutôt réfléchir dans le sens quel est mon besoin tous les mois pour vivre et de dégager potentiellement la rémunération que pour couvrir ses besoins et de garder le reste pour l'optimiser sous d'autres formes. Ça a beaucoup plus de sens, souvent en tout cas, même si tous les cas sont différents, et c'est pour ça qu'on disait que chaque discussion, chaque optimisation, elle doit être aussi très personnalisée. Voilà, il faut réfléchir un petit peu autrement quand on a une société et qu'on va virer des salaires, en tout cas une rémunération ou des dividendes. C'est très juste, effectivement, il faut réfléchir sur un périmètre plus large et pas juste se dire, bon, bah, je prends l'argent et je le dépense, mais effectivement, il y a des optimisations qui permettent, avant de se verser l'argent et de le dépenser, bah, autant le faire dépenser directement par l'entreprise. Alors, je réponds rapidement aux questions sur les CESU et les chèques vacances. Mohamed, pour les chèques vacances, même si vous ne versez pas de salaire, c'est possible. Pour souscrire, il faut se rapprocher d'un acteur de chèques vacances. Donc, il y a le groupe UP avec lequel nous on travaille, mais il y en a d'autres également. Edenred notamment. Les CESU, donc comme je dis, sont pas considérés comme des avantages en nature. Ça marche pas pour les tickets restaurants, les chèques restaurants, Jérémy. Ça, les chèques restaurants, c'est réservé aux salariés, mais on va voir que pour le dirigeant, on a la possibilité de déclarer des paniers repas dans les charges déductibles. Donc, on en parlera juste après. Donc les tickets restaurants sont déductibles de l'IS, mais pour les salariés. Et puis enfin, j'avais une autre question. Voilà, Rémi qui disait comment savoir si ma société est à l'IS ou à l'IR. Alors ça a été décidé au moment de la Constitution. En fonction de qui a créé votre société, normalement vous avez un récépissé des documents que vous avez signés, et c'est lors de la Constitution le document qui s'appelle le M0, qui est un formulaire dans lequel vous choisissez justement l'option fiscale IS ou IR. Donc voilà, soit vous avez accès à ce document et à ce moment-là, bah, vous pouvez vous y référer. Si vous n'avez pas accès, à ce moment-là, demandez, écrire aux impôts directement ou demandez à votre expert comptable de le faire pour savoir quelle est l'option. Alors, on va passer, parce que le temps tourne, à la partie suivante, qui est justement l'optimisation. C'est-à-dire que, alors ça, c'est des optimisations qui sont valables. On va dire le bilan est un bon moment pour se poser la question de ces optimisations, mais c'est des optimisations qu'on peut mettre en place tout au long de l'année. Alors, une des premières optimisations qui est très intéressante, c'est celle qui est liée au véhicule. Peut-être que dans votre activité, vous avez besoin soit d'un véhicule professionnel, soit vous allez utiliser votre véhicule personnel pour le compte de la société. Et ça, c'est intéressant de questionner ce choix, puisque en fonction des options que vous allez prendre, vous allez pouvoir mettre en place des optimisations. Alors, quand je veux utiliser un véhicule pour ma société, j'ai plusieurs options pour le financer. Soit je vais faire un contrat de leasing, donc je peux le faire en personnel à mon nom ou au nom de la société, sachant que si vous n'avez pas encore votre premier bilan ou parfois même deux bilans, bah, les sociétés de leasing peuvent être un petit peu frileuses à mettre le leasing sur la société, surtout si le leasing, le montant des honoraires, enfin le montant du loyer est élevé, parce que du coup ils ont plus de risques. On peut fermer une société, mais on peut pas fuir ses responsabilités personnelles, donc c'est pour ça qu'ils vont
plutôt avoir tendance à vous prêter à vous. La LOA, c'est un leasing avec option d'achat. Donc, ça veut dire que vous louez le véhicule régulièrement et à la fin de la période de leasing, vous avez la possibilité d'acheter, en général, dans des conditions préférentielles, le véhicule pour qu'il vous appartienne. Vous pouvez faire un crédit auto pour financer l'achat de votre véhicule. Ou enfin, vous pouvez mettre en place les indemnités kilométriques. Alors, les indemnités kilométriques, c'est une vraie optimisation, puisque le principe, c'est que je vais avoir le véhicule à mon nom, donc ça sera mon nom sur la carte grise. C'est moi, personnellement, qui vais payer l'essence, l'entretien du véhicule, l'assurance, etc. Mais pour du coup, chaque kilomètre professionnel que je vais effectuer, pour aller me déplacer pour voir des clients ou pour des déplacements professionnels, à ce moment-là, je vais pouvoir demander à ma société de me rembourser un forfait. C'est un barème qui est fixé et réévalué par l'État chaque année. C'est à peu près 40 centimes du kilomètre pour un véhicule moyen. Et donc, c'est un forfait qui est assez généreux, c'est-à-dire que plus vous roulez, plus vous allez pouvoir légalement sortir de l'argent de la société. Et cet argent, il ne sera pas considéré comme de la rémunération, donc pas soumis à charge sociale. Et en plus de ça, il est net d'impôt sur le revenu. Donc, ça vous permet vraiment, si vous roulez beaucoup, ça vous permet vraiment de pouvoir sortir l'argent de la société. C'est une vraie optimisation. Alors, ça nécessite de bien noter les kilomètres qui sont effectués à titre personnel et à titre professionnel, puisque si le véhicule vous appartient, vous ne pouvez pas effectuer 100% des kilomètres pour la société. Donc, il faut faire un arbitrage. Le mieux, c'est de tenir un relevé d'indemnité kilométrique. Vous pouvez également prendre en photo le compteur avant et après votre déplacement. C'est une petite habitude à prendre, mais derrière, l'optimisation, ça peut vous faire économiser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois. On a une question de Brigitte. Bon, on revient un petit peu à l'étape d'avant, mais je pense que c'est important de pouvoir rassurer aussi sur qu'est-ce qui va se passer. Quand on a un retard sur son bilan, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une question importante, revenons là-dessus. Si on a un retard sur son bilan, déjà, la première chose à faire, c'est de se dire, on va pas décaler le sujet, puisque ça serait pas nous rendre service et, in fine, ça peut nous heurter en tant qu'entrepreneur. Donc, il vaut mieux prendre le sujet à bras-le-corps. Si le bilan est en retard, bah, du coup, il va falloir faire le rattrapage de la comptabilité. Donc, soit vous le faites vous-même avec un logiciel de comptabilité, soit vous faites appel à un professionnel comme Keobiz. Et à ce moment-là, il faut rassembler tous les relevés bancaires de l'année écoulée, donc les relevés bancaires du compte professionnel, toutes les factures d'achat et toutes les factures de vente et toutes les notes de frais. Donc en fait, je prends un exemple très simple. Si sur mon relevé bancaire, j'ai 10 lignes, il va falloir que je puisse fournir 10 justificatifs. Ça va permettre donc de faire les 3 étapes qu'on a dit tout à l'heure, qui sont la saisie. Donc d'abord, on va passer en saisie toutes les écritures. Donc nous, ça nous arrive forcément. On a beaucoup dans une période où on nous a confié beaucoup de rattrapage de comptabilité pour des gens qui n'avaient pas fait leur bilan sur les années précédentes ou qui étaient en retard cette année. Donc à ce moment-là, nous, on vérifie déjà qu'on a tous les éléments. On part du relevé bancaire pour bien pointer et vérifier éventuellement quelles sont les factures manquantes. On fait passer tout ça en saisie et puis ensuite, on fait passer le bilan, sachant que l'État préfère que vous déclariez le bilan plutôt que de vous mettre une amende. Donc, même si vous avez dépassé la date limite, vous-même ou votre expert comptable peut négocier avec l'État pour éviter de dépénaliser. Et si vous êtes de bonne foi, là, en plus, cette année, ils vont être assez souples avec les questions du Covid, ou si vous montrez que voilà, c'est votre premier exercice ou que vous avez changé d'expert comptable. Enfin, il peut y avoir un certain nombre de raisons qui vont appeler à la clémence. Et donc, voilà, qui vont faire qu'on peut supprimer les pénalités, surtout si vous êtes de bonne foi. Je pense que c'est aussi, bon, outre ce moment qui est forcément stressant, compliqué, on n'aime jamais faire une déclaration en retard, surtout quand on doit des choses à l'État. Je pense que par la suite, c'est aussi une super opportunité pour se dire, OK, comment l'année prochaine, je pourrais faire les choses un peu autrement. Euh, Typiquement, voilà, tous les clients qui sont chez Shine et qui Keobiz, ils ont la garantie que ça n'arrive pas parce que, ben, en fait, tout le traitement, il est quasiment automatisé. Dès que vous allez faire un achat avec la carte bleue, et ben, Keobiz va savoir, parce que vous aurez pris en photo le reçu, bah, en fait, ils vous le demanderont jamais. Ils auront en plus accès aux transactions sur vos comptes avec les exports automatisés. Enfin bref, voilà, réfléchir à, on a le droit forcément à se planter. Moi-même, pour les déclarations de ma société, quand j'en avais une, j'ai aussi pris du retard. C'est juste, OK, qu'est-ce que je peux faire sans que ça me coûte beaucoup d'argent par rapport à ma situation actuelle pour que ce soit plus un sujet pour moi dans le futur. Si ça vous intéresse, on a des réponses à vous apporter. Exactement, oui, c'est on va dire rattraper le passé et puis bien s'organiser pour le futur. C'est vrai que
l'administratif et la comptabilité et le bilan de société, c'est quelque chose qui peut faire effrayer un petit peu certains parce qu'on se dit que voilà, c'est compliqué. Il y a des moyens effectivement de s'organiser pour ne pas attendre déjà la fin de l'année et le 30 décembre pour rassembler toutes ces factures. Moi, le petit conseil pratique que je vous donne, c'est de tenir une comptabilité à jour régulièrement. Et donc, effectivement, par exemple, avec l'interfaçage qu'on a mis en place, un truc qui est Obis et Shine, bah, effectivement, si vous utilisez correctement votre compte Shine et que vous prenez bien en photo les justificatifs sur votre Mastercard, bah, derrière, c'est très simple. Votre chargé de mission chez nous, chez nous, il va recevoir automatiquement à la fin du mois toutes les pièces. Il peut les saisir et il peut vous conseiller. Donc, c'est, on va dire, prendre un peu le taureau par les cornes et être dans l'anticipation. Ça vous permet aussi d'être vous-même beaucoup plus serein en disant que c'est pas quelque chose que vous laissez derrière vous, mais qu'au contraire, vous savez exactement ce que vous faites et vous êtes persuadé d'être dans le bon stratégie d'optimisation. Alors, on avance sur les autres sujets. Donc, l'optimisation Ouais, du parce qu'en véhicule. gros, il nous reste 15 minutes dans ce qu'on s'est fixé. Donc, si on veut encore pouvoir répondre aux questions, je pense qu'il faut qu'on avance un petit peu. Ça marche. Et puis en plus, là, tous les sujets que j'aborde sur l'optimisation de la fiscalité, c'est vraiment, là, je vous donne les idées générales. Vous avez mon adresse email qui va s'afficher par la suite. Écrivez-moi pour qu'on parle des cas particuliers, etc. Parce que ça, c'est vrai qu'il n'y aura pas une situation qui est la même, mais je vous donne les idées générales. Donc, le véhicule, très important de questionner si vous avez déjà un véhicule ou si vous avez prévu d'en acheter un. Prenez le temps de vous questionner là-dessus. Ensuite, alors attention, je prends quelques instants pour vous mettre en garde sur les légendes urbaines par rapport aux charges déductibles. On entend ou on lit un petit peu partout que bah voilà, avoir une société, c'est génial parce qu'on peut faire passer plein de choses. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que il faut pas vous mettre en risque parce que si aujourd'hui vous gagnez de l'argent en faisant payer des charges par votre société, bah il faut vous dire que demain en cas de contrôle, l'État peut vous le reprendre avec des pénalités si jamais vous n'aviez pas le droit de le faire. Donc gagner de l'argent aujourd'hui pour en perdre demain, c'est pas forcément intéressant, d'autant qu'il y a des fraudes qui peuvent même pour des petits montants être considérées comme assez graves et engager votre responsabilité pénale. Donc moi je vous engage aussi à prendre le sujet à bras le corps, qui est de dire bah qu'est-ce que j'ai le droit de faire exactement et jusqu'où je peux aller. Alors un contrôleur fiscal il applique une règle qui est assez simple, qui est de dire, à partir du moment où il y a un peu de personnel dans une dépense, elle sera considérée par l'administration fiscale comme du personnel. Alors, j'ai deux, trois exemples qui vont peut-être vous faire sourire à vous donner, mais tout ce qui va être costume, chaussures, coiffure, maquillage, salle de sport, parfumerie, on est d'accord, pour être présentable devant ses clients, il faut avoir un beau costume, être bien coiffé, éventuellement passer au point soleil avant, mais malheureusement, toutes ces dépenses-là, vous n'avez pas le droit de les faire passer dans la société. Donc ça, c'est très important. Pareil, vous avez la possibilité de faire passer une partie de votre loyer et les charges fixes de votre appartement, si le siège social est chez vous. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire financer des travaux ou l'extension de votre maison. Donc ça, c'est très important de bien savoir ce que vous avez le droit de faire passer. Alors, en règle générale, la téléphonie, vous avez le droit, si c'est un téléphone qui est réservé à la société. Si c'est votre téléphone personnel et que vous avez que ce téléphone personnel, vous aurez du mal à convaincre un contrôleur de dire qu'en fait, vous utilisez ce téléphone que pour le professionnel et que vous n'avez pas de téléphone portable personnel. Donc, une petite astuce, si jamais vous avez un gros abonnement mobile, bah, utilisez votre gros abonnement mobile et faites-le passer sur la société. Mais à côté, prenez un forfait à 2 euros par mois. Comme ça, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir deux téléphones, deux lignes. Une autre chose, c'est sur les paniers repas. On en parlait tout à l'heure. Le dirigeant d'entreprise, il n'a pas le droit d'avoir de ticket restaurant, mais par contre, il a une petite enveloppe qui peut s'autoriser pour déjeuner. Alors ça, c'est pareil, c'est en fonction du chiffre d'affaires. Si vous avez une société qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'allez pas avoir les mêmes paniers repas que si vous avez une société qui en fait 30 000. Donc, essayez de bien cadrer. En général, on conseille entre 8 et 15 euros par jour par repas. Donc, essayez de bien cadrer les choses. Si vous voulez que la TVA des repas, si vous avez déjeuné avec un client ou un fournisseur, soit déduite, si vous voulez récupérer la TVA, il faudra bien penser à noter sur la note du restaurant le nom du fournisseur ou le nom du client. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir récupérer la TVA. Donc, il y a un certain nombre de charges déductibles. Je parlais à l'instant du siège social. Si jamais votre société est immatriculée chez vous, à votre domicile, vous avez la possibilité de récupérer jusqu'à 30% de la valeur locative ou du loyer, ainsi que les charges fixes, donc gaz, électricité, Internet. La logique, c'est que si, je vais prendre des chiffres ronds, par exemple, vous avez un appartement de 100 mètres carrés, il y a une pièce qui fait 25 mètres carrés, bah, vous allez pouvoir demander à la société de payer 25% de la valeur du loyer et 25% de toutes les charges fixes. Ensuite, il y a des contrats qui sont possibles pour avoir personnellement en tant que dirigeant d'entreprise une mutuelle, une prévoyance ou une retraite. Et c'est un dispositif qui s'appelle la loi Madelin pour les travailleurs non salariés qui permet de déduire les dépenses de ces mutuelles, prévoyance ou retraite de votre résultat.
D'accord? Donc ça, c'est une optimisation fiscale, c'est-à-dire que vous allez toucher à titre personnel les bénéfices de ce contrat de mutuelle prévoyance ou retraite, mais c'est la société qui va les prendre à sa charge. Et puis pour les assimilés salariés, donc je rappelle en SAS ou SASU, vous avez le PEE qui est possible, qui est un plan d'épargne qui est prévu normalement pour les salariés, mais que vous avez le droit de mettre en place également pour vous, même si vous ne versez pas de salaire. D'accord? Donc ça, c'est de l'intéressement. Vous avez le droit de le mettre en place et c'est pas considéré comme de la rémunération, donc il n'y aura pas de charge sociale dessus. Et enfin, bon, ça on en a déjà parlé tout à l'heure, le fait de questionner son statut juridique. Voilà, si par exemple j'ai touché Pôle emploi pendant 2 ans, j'avais intérêt à me mettre en SASU puisque je prenais pas de rémunération, c'était Pôle emploi qui me versait mes indemnités. Au bout de 2 ans, j'ai plus le droit à Pôle emploi. Et là, je vais continuer à être en SASU. C'est pas intéressant pour moi parce que si je veux me verser de la rémunération, je vais payer beaucoup de charges sociales. Donc j'ai plutôt intérêt à transformer ma SASU vers une URL. C'est une démarche juridique qui est tout à fait possible. Il y a des honoraires qui sont à ça parce qu'il faut nommer ce qu'on appelle un commissaire à la transformation, mais c'est tout à fait possible. Et la plupart du temps, quand vous allez le faire, on peut vous faire un audit pour savoir si c'est intéressant. Vous allez le faire parce que les frais de transformation vont être inférieurs aux gains que vous allez avoir la première année. Donc, du coup, au lieu de payer 75 à 80% de charges sur vos salaires, vous allez plutôt en payer 45 à 50%. On a 2 questions qui en sont en lien avec partie IMO. Donc, il y avait Jérémy tout à l'heure et Nadia là. Est-ce qu'on peut déduire une partie de son crédit IMO si on est propriétaire, par exemple 20 mètres carrés? Non. Aujourd'hui, voilà. on n'a pas le droit de déduire le crédit immobilier. Par contre, on a le droit de déduire, comme je disais, jusqu'à 1/3 de la valeur locative du logement. D'accord. Donc, c'est la même réponse pour Nadia qui vient de la poser sur le chat. C'est pas 25% de la valeur du prêt. C'est autrement que ça s'applique, quoi. Exactement. C'est par rapport à la valeur locative du bien et le prorata qui est. Alors, quand vous avez constitué votre société, l'État vous a demandé d'allouer justement une partie des mètres carrés, enfin de déclarer le nombre de mètres carrés de votre siège social et lequel était réservé à l'habitation et lequel était réservé aux professionnels. Donc ça, c'est ce calcul-là que vous prendrez pour faire le prorata sur les charges déductibles du siège social. Parfait. OK. C'est la dernière slide? Il en reste une. Parfait. Alors, rapidement, alors ça, c'est pour aller encore plus loin et ça, la même logique, c'est qu'on pourra prendre des entretiens individuels par la suite parce que chaque situation est unique. Mais déjà, c'est pour nourrir un peu votre réflexion, de vous dire, ça y est, j'ai fini mon premier bilan, j'ai tel résultat, qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Donc, j'ai payé mes charges de société, je me suis rémunéré. Maintenant, il reste temps à la fin de l'année. J'ai fait, dans le meilleur des cas, un bénéfice, ce qu'on vous souhaite. Si vous avez fait ce bénéfice, qu'est-ce que je vais en faire? Alors déjà, on va assurer premièrement les besoins en investissement de la société. Donc, c'est vous poser la question, avec cette somme et pour l'intérêt de la société dans mon développement l'année prochaine, qu'est-ce que je vais avoir besoin de financer? Est-ce que c'est financer un véhicule? Est-ce que c'est financer de la publicité? Est-ce que c'est financer un achat de logiciel? Est-ce que c'est financer du matériel? Est-ce que c'est financer éventuellement l'embauche d'un salarié? Enfin, voilà, toutes ces questions, c'est de vous poser, OK, j'ai fini mon premier exercice fiscal, voilà le résultat que j'ai. Qu'est-ce que je veux? Idéalement, c'est quoi l'objectif que je me fixe pour l'année d'après et de combien je vais avoir besoin? Donc, une fois qu'on a décidé quel était le résultat, il y a une partie qu'on peut prendre pour nous en tant que dividende et il y a un report à nouveau qui va être de l'argent disponible pour l'investissement l'année suivante. Donc, première question à se poser, quel est l'argent dont ma société a besoin? Deuxièmement, c'est, j'ai un excédent, c'est-à-dire que j'ai touché suffisamment de rémunération pour couvrir mes besoins. Ma société, ses besoins de financement sont assurés. S'il reste de l'argent, je vais pouvoir l'investir, en faire quelque chose. Ça serait dommage si me le verse directement, il va être soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, j'ai la possibilité soit de faire un achat immobilier. Donc là, il y a un arbitrage à faire entre la SCI et les LMNP. On n'a pas suffisamment de temps pour rentrer beaucoup dans le détail là-dedans, mais n'hésitez pas à nous consulter. La SCI, donc c'est une société civile immobilière. Un des avantages de la SCI, c'est notamment des avantages dans une logique de transmission. Donc, si par exemple vous avez des enfants pour lesquels vous voulez transmettre un bien immobilier, l'avantage avec la SCI, c'est que vous allez constituer une société. Donc, par exemple, vous allez mettre 1 000 euros de capital et les apports vont vous permettre d'acheter un bien, par exemple, qui coûte 300 000 euros. Mais l'avantage, c'est que vos enfants, vous allez pouvoir décorréler la valeur de la part avec l'investissement qui a été fait. C'est-à-dire que vos enfants, si vous voulez, par exemple, leur céder la moitié de la SCI, ils n'auront pas l'obligation d'aller trouver 150 000 euros, dans mon exemple. Ils pourront simplement verser 500 euros de capital et ils seront quand même propriétaires à 50% du bien qui en vaut 300 000. Donc ça, c'est une des logiques, si vous voulez,
constituer un patrimoine immobilier. Une question importante à se poser en SCI, c'est de savoir si je veux l'imposer à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, à l'IR. D'accord, ça va pas être la même problématique. Et le deuxième statut qui est intéressant pour faire de l'investissement immobilier, c'est un statut dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est le LMNP. Donc, c'est de la location en meublé. Et donc ça, en fait, il y a un avantage fiscal qui est proposé, c'est-à-dire que vous allez acheter un appart et le meubler pour le louer meublé, et vous allez avoir des avantages fiscaux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déduire de vos impôts une partie de la valeur du bien et une partie des investissements que vous aurez fait, notamment pour le meublé. Troisième point, la création d'une holding. Donc, si jamais vous avez d'autres idées de création d'entreprise ou que vous avez d'autres entreprises qui sont déjà existantes ou que vous êtes dans une logique d'optimisation, vous avez la possibilité de créer une holding. Donc, ça va être une société qui va se placer au-dessus ou à côté de votre société existante. D'accord? Donc, ça va plutôt concerner les SAS, SASU, SARL et URL. Et donc, pareil, il y a des options fiscales que vous allez pouvoir prendre dans cette holding, savoir si ça va être une société mère-fille, savoir si vous allez faire l'optimisation de trésorerie dedans. Et donc ça, n'hésitez pas à nous consulter pour aller un peu plus loin là-dessus. Ça mérite de se pencher un petit peu plus sur le sujet. Si jamais, voilà, vous sentez que vous avez, peut-être vous avez déjà une SCI, vous avez une société, est-ce que ça vaudrait pas le coup de les regrouper? Vous avez déjà votre société et vous envisagez d'en ouvrir une autre. N'hésitez pas. Et puis le dernier point, c'est la transmission du patrimoine. Quand on a créé une entreprise, si vous êtes sur la fin de votre carrière, bah, ça peut être intéressant de vous poser la question de transmettre. Et donc, pour la transmission, bah, ça vaut plus le coup de céder des parts plutôt que par la suite aller faire payer des droits de succession. Donc, voilà, c'est pas des questions qu'on peut se poser. Je termine avant de répondre à toutes les questions pour vous donner mon adresse email, donc r.doin@keobis.fr. Vous l'avez compris, on a une très très bonne relation et une bonne intégration avec Shine. On est les premiers sur le marché, on en est assez fiers à avoir créé cette intégration avec un compte bancaire en ligne et tout un tas de services liés au compte bancaire et une expertise comptable et création d'entreprises de qualité. Donc on serait ravis de répondre à vos questions si vous n'êtes pas encore client, de vous proposer de le devenir, ou vous pouvez aussi bénéficier de consultations gratuites. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour prendre rendez-vous et je réponds maintenant à toutes vos questions. Il y avait une question que Aram a posée dans les questions et dans le chat. Je suis pas sûr de bien la comprendre, mais j'ai l'impression que on lui a demandé ses statuts alors qu'il a une EI. Est-ce que c'est obligatoire d'être inscrit au registre des commerces? Euh, Est-ce que tu peux apporter une petite réponse là-dessus, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec le bilan, le registre du commerce et des sociétés? Est-ce que c'est une étape, est-ce que c'est un annuaire dans lequel il faut absolument être? À quel moment ça se passe? Alors, dans cette question, je vois deux questions. La première, c'est effectivement, oui, c'est obligatoire de s'enregistrer au registre du commerce. En fait, quand vous déclarez l'entreprise individuelle, c'est d'ailleurs le registre du commerce qui va vous donner un numéro. C'est ce qu'on appelle le fameux SIREN. Et donc, il y a un registre du commerce et des sociétés qu'on appelle aussi RCS par département. D'accord? Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on devrait plutôt les appeler des gros arnaqueurs que des petits malins, mais il y a des arnaqueurs qui s'amusent à récupérer justement les fichiers d'inscription auprès du RCS et qui envoient des courriers à tous les entrepreneurs qui viennent de s'immatriculer en leur disant bah attention, c'est obligatoire de vous enregistrer, il faut payer telle somme. Alors faites attention, soit vous pouvez m'envoyer le document et je le regarde avec vous, soit vous pouvez regarder sur Google, il y a des sites qui référencent ces courriers un peu frauduleux. Et voilà, ils sont de plus en plus malins, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment imiter comme si c'était l'État. Et voilà, à partir du moment où vous avez enregistré votre société, vous avez payé les frais d'enregistrement, vous n'avez plus rien à payer par la suite. Donc faites attention que votre question soit pas liée à une demande frauduleuse d'un document comme ça. En général, quand vous immatriculez une société, vous recevez 3 ou 4 types de documents comme ça. Bon, moi, je considère que c'est des fraudes. En fait, c'est juste des petits malins qui vous disent, ah bah tiens, si vous voulez vous inscrire pour la somme de 150 €, et en fait, ils vous inscrivent dans des registres, des annuaires qui servent à rien. Ouais. Rachid, désolé, on n'avait pas vu ta question passer, il y en a pas mal. Il comprend pas forcément. Enfin, il y a une question autour de la distinction entre, pour une SASU, se verser un salaire, des dividendes. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est obligatoire de se verser un salaire? Je crois que non. Comment il peut gérer sa rémunération par rapport à ça?
D'accord. Alors, Rachid, donc, pour une SASU, doit-on se verser C'est obligatoirement un salaire? Donc non, c'est pas obligatoire de se verser un salaire en SASU. Et depuis le 1er janvier 2019, vous êtes même automatiquement inscrit à la sécurité sociale en étant simplement mandataire social, donc c'est-à-dire sans se verser de rémunération. D'accord. Si vous souhaitez toucher la retraite, il faudra vous verser une rémunération minimum, c'est 750 à 800 euros avec fiche de paye. Et la distinction, c'est que donc là, le salaire en SASU, c'est soumis à charge sociale. Donc, il faut une fiche de paye et vous payez entre 75 et 85% de charges en fonction de votre rémunération directement à l'URSSAF. D'accord. Vous êtes assimilé au régime général et salarié. Et donc, il faut distinguer cette rémunération qui est coûteuse en termes de charges sociales du dividende. Alors, le dividende, ça se prend une fois qu'on a le résultat, on paye l'impôt sur les sociétés. Et dans ce qui reste, on peut, comme je disais tout à l'heure, soit se verser les dividendes entièrement, soit se verser une partie et faire le report, et garder de l'argent pour l'année suivante, ou alors tout garder pour l'année suivante. Donc, pas obligatoire de se verser un salaire en SASU. D'ailleurs, c'est plutôt une société qui est choisie pour ne pas se verser de salaire ou alors très peu, puisque d'une part, les charges sociales sont élevées, et si je me verse pas de salaire, j'ai pas de charges sociales à payer, contrairement à l'EURL, dans laquelle vous avez des cotisations minimum, que vous preniez de la rémunération ou non. Bon, il y a pas mal de questions, entre autres Jérémy sur sa voiture, Mohamed qui en a eu pas mal. Je pense que ça vaut vraiment le coup que vous preniez un petit moment avec Keobiz ou votre partenaire actuel pour faire le point, parce que votre cas il est très spécifique et on va essayer de répondre de manière un petit peu plus générique dans le temps qui nous est imparti, sachant qu'on a déjà dépassé d'une minute en fait l'horaire qu'on s'était fixé. On prend encore 2 ou 3 questions. Oui, alors j'ai vu sur le chat, pas dans l'onglet questions, mais qu'il y avait deux, trois questions, je vais les regrouper rapidement. Germain qui nous demande quels sont les tarifs. Alors, pour la mission d'expertise comptable, tout comprise avec le bilan de fin d'année et le conseil illimité, on a des tarifs à partir de 79 euros hors taxe par mois. Ça va dépendre de votre type d'activité, de votre société, de votre volume de chiffre d'affaires. Pareil, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez avoir un entretien plus poussé pour avoir un devis. Elodie qui dit: j'ai reçu 2 courriers comme cela 1 ou 2 semaines après la création. Oui, alors Elodie qui rebondissait effectivement sur l'espèce d'arnaque dont je parlais. Estelle a mis Effectivement. un lien dans le Ah, bah, chat. très bien. Hein. À 14h59, on a tout Super. un article autour des arnaques qu'on a recensées et que notre communauté nous recense aussi. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil au moment où vous recevez un courrier pour lequel vous avez des Ah. doutes. Brigitte nous demande: est-ce que les experts comptables en ligne sécurisent les informations des entreprises? Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par là, mais effectivement, pour la transmission des pièces, par exemple, nous, on a mis en place un outil qui s'appelle Keobox. C'est l'équivalent de Dropbox, mais c'est un logiciel métier, donc pour pouvoir déposer vos pièces. Et on utilise les plus hauts standards de sécurité puisqu'on travaille avec Amazon Web Services. Donc, en gros, si nous, on se fait pirater, Facebook se fait pirater et toutes les plus grandes sociétés technologiques se font pirater. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on essaie de travailler avec les plus hauts standards de sécurité. Vous avez des logins et mots de passe uniquement accessibles par vous et votre chargé de mission. Et ensuite, on sécurise les informations. Alors, d'une part du hack, mais aussi de la perte, c'est-à-dire que les informations sont stockées sur plusieurs serveurs dans le monde. Donc, ça veut dire que, a priori, sauf incident exceptionnel, elles seront pas perdues. Et ça nous permet, voilà, c'est ce coffre-fort numérique qu'on vous offre. Ça permet effectivement de consigner les documents, sachant que aujourd'hui, avec le système qu'on a mis en place avec Shine, bah, la plupart de vos pièces comptables sont stockées directement par Shine, puisque vous prenez en photo le justificatif via l'application. Les lignes bancaires sont consignées par Shine et les factures de vente que vous générez depuis l'application le sont aussi. Et nous, on reçoit finalement un export sécurisé à la fin du mois pour faire la saisie. Ok. Bon, ça fait 1h03 qu'on a commencé. On aurait aimé vraiment pouvoir vous dire, répondre à d'autres questions. Ça sera peut-être l'occasion dans un prochain webinar ou dans une discussion avec soit notre équipe support sur shine.fr, soit avec bien évidemment les équipes de Keobiz. Vous avez l'email de Robin qui s'affiche là à l'écran. N'hésitez pas. En attendant, je pense que c'est aussi important de vous mentionner qu'on a un blog dans lequel Estelle et toute l'équipe de Shine rédigent plein d'articles qui sont très intéressants et on a même des partenaires qui en écrivent.
On peut vous faire un petit teasing. Il va bientôt y avoir un guide de survie de la comptabilité qui va être publié grâce à nos amis de chez Keobiz. Bref, on a pas mal de contenu pour ceux qui préfèrent être autonomes, juste avoir des réponses tout de suite. Pour les autres, bien évidemment, nos équipes se tiennent à votre disposition pour pouvoir y répondre et pouvoir surtout vous aider à être le plus serein, à avoir le plus l'esprit tranquille, surtout dans une période de bilan et de post-Covid. On sait que c'est un petit peu la double lame, quoi. Merci Robin. Merci à toi pour le temps et ta présentation. Merci à la petite cinquantaine de participants qui étaient là. On va mettre, comme je disais tout à l'heure sur le chat, un lien YouTube qui vous permettra à votre rythme, quand vous voulez, pouvoir repasser sur la vidéo et aller noter toutes les informations que vous jugez intéressantes. D'ici là, n'hésitez pas à rester connecté sur nos réseaux, sur Shine Community, sur Facebook, si vous n'y êtes pas encore. Vous pourrez y poser vos questions et à contacter Keobiz pour ceux qui seraient intéressés. Merci beaucoup Clément, merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter. Merci à Shine. À bientôt, bon après-midi. À très bientôt.